Bonjour Stéphane Arinoukhassou. Bonjour Carole Olaye, bonjour aux téléspectateurs et auditeurs de Diaspora FM. Alors, nous allons démarrer en attendant l'arrivée de cette Athémie sur ce plateau par un sujet politique. Alors, après la rentrée politique, l'UPR, le renouveau, la rentrée politique de l'UPR, le renouveau à Calavi, Djogbenou lance l'occupation quotidienne du terrain. Alors, que doit-on comprendre concrètement par le terme ou l'expression occupation quotidienne du terrain, surtout en stratégie politique? Bon, il faut déjà observer que les partis politiques sont les seuls qui ont, en fait pas les seuls, mais les partis politiques ont les habilitations pour animer, je veux dire, la vie politique, surtout dans un contexte qui est le nôtre actuellement, caractérisé par les élections. On a passé 2 élections déjà, élections communales, élections législatives. Il y a l'élection présidentielle qui se profile à l'horizon. Et donc, il revient évidemment aux partis politiques d'animer la vie politique à travers les débats qui se font au niveau des instances, à travers la mobilisation de masse, à travers des activités d'opinion. Et donc, si le parti UPR a donc décidé de se mettre sur le terrain, visiblement, le parti est en train de remobiliser ces instances qui sont à la base jusqu'au sommet pour que véritablement la vie politique soit animée à travers les différentes activités que je viens de citer tout à l'heure. Il y a les activités au niveau des instances du parti où le parti peut réunir ses membres ou ses militants pour discuter d'un certain nombre de sujets. Il y a des activités de masse où le parti politique décide d'inviter les populations pour échanger avec elles sur un certain nombre de thématiques. Et donc, en matière également de stratégie, vous savez que le parti UPR porte la candidature du duo Wadayi-Talata. Et donc, le parti a forcément des éléments de langage qu'il va utiliser lors de la campagne électorale. Et donc, ces militants à la base, ces instances à la base, doivent pouvoir s'approprier ces éléments de langage-là, les maîtriser et ensuite les partager avec les populations. Et donc, cet appel du président du parti UPR, FIFA Djogbenou, c'est donc une manière pour lui de remettre tout le monde au travail. Parce que la période électorale, c'est une période où les activités sont plus accrues. Et donc, Djogbenou est en train de mettre tous les militants du parti UPR au travail pour qu'ils soient vraiment ressentis sur le terrain. Parce qu'on n'est pas sans savoir qu'aujourd'hui, l'organisation qui se retrouve au niveau des partis politiques est très structurée et impose un certain nombre de disciplines. Ce n'est plus comme avant où chacun peut se lever et faire des activités individuelles comme ça. Aujourd'hui, il faut attendre que le parti donne le top, que le parti donne les orientations, que le parti puisse dire qu'est-ce qu'il faut faire, quel est le timing qu'il faut adopter. Et donc, les individus qui sont au sein de ces partis, ces militants-là, sont donc obligés de suivre ce timing-là, ce canevas qui est défini par le bureau politique du parti. Alors, quel impact cette stratégie peut-elle avoir sur le renforcement ou l'implantation de ce parti au niveau local ou encore la mobilisation interne? Oui, il faut déjà dire qu'en termes d'impact, le premier élément, c'est déjà de relever que tous les militants ou tous les acteurs qui se retrouvent au niveau des différentes instances de ces formations politiques-là vont résolument se mettre au travail. C'est déjà le premier impact, mettre tout le monde
au travail. Donc, ça va s'animer désormais au sein des partis politiques. Ça va s'animer, ça va être plus vivant, ça va être, je veux dire, plus corsé en termes d'animation. Maintenant, par rapport à l'impact sur les populations, il faut dire qu'également, il y aura de l'animation. Il y aura de l'animation parce que il y aura des échanges avec les populations, il y aura des mobilisations de masse, et donc tout cela va donc amener une certaine, je veux dire, effervescence, une certaine liesse populaire qui a toujours caractérisé les périodes électorales dans notre pays. Maintenant, l'autre chose que je voulais quand même relever, c'est que, voyez-vous, cette discipline qui s'impose aujourd'hui aux formations politiques, bien aux militants des formations politiques, a peut-être un autre revers. C'est que ça peut étouffer les initiatives personnelles. Parce qu'avant, n'oublions pas que les individus avaient la possibilité d'organiser, de se lever, d'organiser par exemple des choses, d'organiser peut-être un meeting ici, d'organiser un petit championnat par là. Mais aujourd'hui, la discipline fait que les individus ou les militants qui sont au sein des formations politiques n'ont plus la possibilité de faire ça. Et donc, cette discipline peut étouffer. Ce qui veut dire que tout ce qui va se passer sur le terrain sera tellement organisé de manière à ce que la vie, l'animation dont je suis en train de parler là peut prendre, je veux dire, peut prendre un coup. L'autre chose qu'il faut faire observer, c'est que les populations veulent que les périodes électorales soient des périodes de fête. Or, on est en train de constater que la discipline qui s'impose aujourd'hui aux formations politiques impose aux instances à la base une certaine structuration. Et la question que moi je me pose aujourd'hui, c'est de savoir si les individus, parce qu'ils n'ont pas la possibilité de faire des initiatives, est-ce que, in fine, l'impact que cela doit avoir en termes d'animation sur le terrain sera effectif? C'est ça, moi, ma préoccupation. Parce que quand tout le monde est rangé, tout le monde est dans un couloir, et que tout le monde attend peut-être un top d'un coordonnateur, attend le top, je ne sais pas, d'un chef cellule, voyez-vous, tout le monde est rangé. Et puis, l'impact que ça va avoir en termes d'animation n'est pas toujours perceptible et visible. Alors, j'ai bien envie de dire que au cours de la mise en application de cette décision du président du parti UPR, n'allons-nous pas assister à une lassitude de l'électorat? Est-ce que les populations ne se sentiront pas essoufflées? Non, pas essoufflées. Vous savez... jusque-là... Étouffé, j'allais dire, pardon. Non, pas étouffé. Étouffé, c'est lorsque peut-être il y a eu peut-être déjà beaucoup d'actions. Beaucoup d'actions qui font finir peut-être par les saouler et tout. Non, mais vous avez vu que... oui, quand on parle d'occupation de terrain, c'est des actions sur le terrain. Oui, évidemment. C'est la présence sur le terrain. Oui, mais... de façon permanente. Il faut déjà relever que cette présence permanente sur le terrain n'a pas été observée durant une certaine période. C'est juste pendant les campagnes que cette présence-là se fait ressentir effectivement. Parce que les autres activités qui se mènent là, se mènent à l'intérieur des formations politiques, se mènent au niveau des cellules à la base. Mais les partis politiques ne sortent pas véritablement pour aller vers. Ce qui fait que la question de l'occupation du terrain n'est toujours pas ce que cela devrait être. Maintenant, en période de campagne ou en période de pré-campagne ou en période électorale, si on veut, les partis politiques doivent multiplier les actions publiques. Les partis politiques doivent multiplier les actions d'éclat, de manière à ce que leur présence soit ressentie sur le terrain. Écoutez, si on enlève les mouvements qui se mènent aujourd'hui, ou les actions qui se mènent par les mouvements politiques qui soutiennent la candidature soit d'Oromia Wadaï ou la candidature soit de Rumpé, est-ce que
après les élections législatives et communales, est-ce que nous avons vu déjà un parti politique qui soit sorti à travers une action musclée? Non. Les partis politiques se sont rangés après les élections. Ils sont restés dans leur couloir. À part le parti UPR qui est sorti le week-end pour faire sa rentrée politique, on n'a pas eu d'action. C'est seulement les mouvements de soutien qu'on voit sur le terrain, qui occupent le terrain, qui sensibilisent la population, qui échangent avec les populations. Maintenant, avec sa rentrée politique, l'UPR donne le ton, ou le top, si on veut, pour que le terrain soit occupé. Et donc, c'est maintenant que les populations iront encore en contact de ces formations politiques-là. Et donc, c'est pourquoi je dis qu'on ne peut pas parler de... Mais est-ce seulement pour la période électorale? Justement. Est-ce uniquement pour la présidentielle prochaine dans quelques semaines? Non, ou c'est de façon permanente? J'allais en venir. Je voulais aller progressivement pour répondre à votre préoccupation. Donc ça, c'était le premier aspect que je voulais aborder. Le deuxième aspect, le terrain sera forcément occupé par des initiatives multiples, soit par des animations au niveau des formations politiques avec leurs militants, soit par des actions de contact avec les populations. Maintenant, comme c'est en période électorale et les populations veulent bien écouter les discours que les politiciens veulent offrir, forcément, il faut multiplier ou démultiplier, si on veut, ces actions pour offrir des espaces d'échange avec les populations, pour entretenir un lien avec ces populations-là. Donc, il n'y a pas à dire que les populations seront saoulées, parce que si les partis politiques ne font pas ce travail, ça va laisser le vide et la vie politique ne serait pas suffisamment animée. Ensuite, je veux également dire que le problème que nos partis politiques ont aujourd'hui, c'est qu'ils attendent toujours le dernier moment ou les périodes électorales pour organiser des mouvements de masse. Or, lorsque les mouvements de masse ne sont pas organisés, c'est à croire dans l'imaginaire collectif qu'il n'y a pas d'activités qui sont menées au sein des formations politiques. Donc, il faut pouvoir faire comprendre que l'animation de la vie politique a plusieurs facettes. D'abord, les partis politiques ont une organisation, ont des activités internes qui se mènent au sein des instances du parti. Ça aussi participe de la vie politique, de l'animation de la vie politique. Maintenant, les partis politiques doivent comprendre que il ne faut pas toujours attendre les périodes électorales pour aller au contact des populations. Il faut pouvoir trouver des thématiques, je veux dire citoyennes, des thématiques d'éducation, des thématiques à la limite, même si on veut politique, pour aller échanger avec les populations. Ça permet d'entretenir le lien, de manière à ce que les gens n'aient pas l'impression que c'est seulement lors des élections qu'on vient vers eux avec des discours. Le discours politique doit s'inscrire dans un cadre d'échange permanent avec les populations. Bonjour, c'est Bliwa Atemi. Bonjour Carole. Bienvenue sur ce plateau. Alors, nous étions déjà en train de débattre du premier sujet. Ma toute première question, c'est Atemi. Comment cette démarche d'occupation quotidienne du terrain peut-elle influencer les échéances électorales à venir? Grandement. Comment? Je dirais d'une façon grandement. Et ensuite, je dirais que si ces membres de l'UPR se rendent sur le terrain et se montrent être en conjointe occupation avec les occupants de ce terrain-là, les habitants de ce terrain-là, et se montrent être du même bord que, est-ce que vous êtes artisan, est-ce que vous êtes, je ne sais pas, vous faites telle autre fonction, vous êtes occupé à telle autre chose, et qu'on puisse discuter de ces choses-là avec ces populations-là, elles se rendront compte que ce sont des personnes qui les connaissent, qui les maîtrisent, qui savent les problèmes auxquels elles sont confrontées et qui peuvent y apporter les justes solutions. C'est vrai que ce que dit Stéphane est très juste. Il ne faut pas attendre tout le temps les derniers moments, les échéances électorales avant de pouvoir se rendre sur le terrain. Si on devait le faire et si on devait
se fier au nouveau calendrier que nous avons. Ça veut dire qu'on ne le fera que cette année après cette année. C'est long. Il faut le faire de temps en temps. Et je pense que cette fois-ci, décider de pouvoir le faire à un peu plus de 30 jours de cette échéance électorale-là, c'est bien de pouvoir commencer assez tôt, se rendre près d'elle, savoir ce qu'il y a à faire et résoudre les problèmes qu'il y a à résoudre, faire tenir le discours, le langage qu'il faut tenir avec ces populations-là afin de pouvoir réussir à mieux les convaincre. Et je pense que si l'UPR, après sa rentrée politique, décide de pouvoir mener cette démarche, c'est après avoir acquis des leçons des élections municipales et législatives dernières. Pendant la campagne, qu'ils vous souviennent qu'il a été quelque peu difficile de pouvoir avoir les populations comme on avait l'habitude de les avoir. Ils sont allés dans des zones données où certains d'entre eux cohabitaient avec ces populations-là, mais n'échangeaient pas véritablement avec elles. Et donc, pour avoir acquis ces leçons-là des campagnes dernières, c'est bien de pouvoir commencer beaucoup plus tôt, ne pas attendre, je ne sais pas, le 27 mars, le début de la campagne officielle, le début officiel de la campagne pour la présidentielle avant de pouvoir le faire véritablement. Il faut commencer assez tôt et y aller avec le langage qu'il faut, avec le discours qu'il faut pour pouvoir davantage mieux conquérir ces populations-là. Alors, quels sont les impacts de cette démarche sur la cohésion interne du parti et sera-t-elle durable à long terme sur le plan organisationnel et financier? Je crois que l'impact premier sur un point de vue interne pour le parti et pour avoir eu l'oreille indiscrète dimanche dernier lors de la rentrée politique, cet impact, le premier et le plus grand à mon avis, sera de pouvoir premièrement les unir davantage. Parce que la dernière fois, il parlait d'unité, pas d'union, d'unité. Pour faire un ensemble plus compact, plus résistant. Il y a eu quelques moments dernièrement où certains se sont marchés sur les pieds par rapport à des zones données, par rapport à des choses qu'il fallait faire. Et tout ça a déjà été réglé pendant cette rentrée politique-là. Donc ça pourra davantage les unir. Ça pourra également leur permettre de pouvoir mieux travailler dans une sorte de synergie, dans une sorte de machine où toi, tu fais telle fonction, moi je fais telle autre fonction, lui il fait telle autre fonction, mais ensemble, chacune de nos actions permet à la machine de pouvoir mieux avancer. Donc je pense que ça aura ce bénéfice-là de pouvoir les unir davantage. Ça aura également le bénéfice de pouvoir les voir à l'œuvre pour se battre pour une chose qui est totalement commune à eux. Cette chose, on la connaît tous, c'est parvenir à faire élire leur duo candidat à la fin du scrutin du 12 avril à venir. Donc s'ils parviennent à pouvoir le faire, ce serait parfait. Travailler ensemble, travailler dans une certaine synergie pour que cela puisse se faire sans anicroche, sans problème et sans qu'on ait à se marcher un peu sur les pieds ou s'arracher un peu la langue. Maintenant, sur un point de vue, je dirais un peu plus... j'ai envie de dire logistique, vous avez parlé de financier. Au-delà de cela, je parlerai d'un point de vue organisationnel, opérationnel et tout le reste. Sur ce point de vue-là, c'est le moment de pouvoir mettre en application tout ce qu'ils ont en amont décidé. Parce qu'ils ont réfléchi à la façon dont les choses devraient se faire. Et rassurez-vous, cette descente sur le terrain, cette occupation du terrain se fera zone par zone, arrondissement par arrondissement, hameau par hameau. Ils sont vraiment décidés à pouvoir y aller, mais y aller avec la manière, avec le principal objectif de faire élire leur candidat, bien le faire élire, de le faire élire de façon la plus légitime possible. Et pour eux, cette façon la plus légitime possible, c'est de faire grimper le taux de participation à cette élection présidentielle. Et après cette joute électorale-là? Et après cette joute électorale, il va falloir continuer à pouvoir le faire. J'espère véritablement que les leçons apprises lors des campagnes, lors de la précédente campagne pour la législative et la communale, et les leçons, les applications qui sont en train d'être mises en œuvre, et à la fin
de cette élection présidentielle du 12 avril à venir, j'espère véritablement qu'ils pourront prendre les meilleurs acquis, les meilleures résolutions pour mieux occuper le terrain au fur et à mesure que le temps passe, être en contact avec leur population pour qu'on n'attende pas la veille des élections pour aller faire des descentes avec eux. Il faut initier des thématiques, il faut pouvoir trouver des moyens de pouvoir aller à leur rencontre. Les députés ont obligation de faire des redditions de comptes aux populations qui les ont élus. Avant, on voyait qu'ils décidaient à un moment donné de faire des descentes sur le terrain pour expliquer « nous avons fait ci, nous avons fait ça, qu'est-ce que vous voudrez qu'on puisse faire d'autre ?» Il faut trouver le moyen et les canaux pour toujours aller au contact des populations et se sentiront davantage prises en compte. Et ça, ce n'est que bénéfique pour le parti politique. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque, j'en parlais tantôt avec Stéphane Arinou-Rossous, déjà sur ce plateau, n'y a-t-il pas un risque alors de saturation ou de lassitude de l'électorat? Non. Si on suit un rythme, une régularité, une certaine régularité dans laquelle on laisse les gens respirer un tout petit peu, parce que pour venir rendre compte, il faut avoir exécuté. Pour exécuter, il faut se donner une marge de temps. Donc si tout ceci est organisé de façon méthodologique, de façon régulière et qu'on suit une certaine régularité, je ne pense pas qu'il y aurait le risque de pouvoir lasser les populations. Au contraire, je pense que si on suit un rythme qui est régulier et auquel la population est habituée, elle sait déjà qu'au bout de 3, 4, 5 mois, peut-être 6 mois, les personnes que j'ai élues reviennent me voir pour savoir est-ce que ce que nous sommes en train de faire fait avancer les choses. Donc dans 6 mois, elle va s'attendre à ce qu'on puisse revenir. Et donc si cette régularité est assurée et respectée, je ne pense pas que ça pourrait être un objet de lassitude pour ces populations. Alors je me retourne vers vous, Stéphane Arinou-Rossous. Ma question, elle est celle-ci. Comment les autres partis politiques, y compris le deuxième parti de la mouvance présidentielle, je veux parler du BR, doivent réagir face à cette décision? Bon, je pense que déjà, c'est que chacun des partis, des formations politiques, chaque parti, je veux dire, a son mode opératoire. L'UPR vient de... Et son calendrier. Et son calendrier. L'UPR vient de lancer son offensive. Et le parti Bloc républicain, assurément, va lui emboîter le pas. Non, je ne parle pas que du parti Bloc républicain. Oui. Tous les partis, comment vont-ils ou doivent-ils réagir face à cette décision? Oui, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que chaque parti a son mode opératoire. Chaque parti, Seth Médéa le dit tout à l'heure, chaque parti également a son calendrier. Exactement. Donc, évidemment, l'UPR a fait sa rentrée politique, a donné le top, a lancé l'offensive. Forcément, les autres partis, que ce soit le BR, si vous voulez, Moël Bénin, FCBE, tous ces autres partis-là vont forcément rentrer dans la dynamique, dans la danse, encore que on est déjà en période de pré-campagne. La campagne va s'annoncer très bien bientôt. Ce que je vois juste, c'est que l'UPR, si effectivement le mot d'ordre lancé est suivi par la base, c'est que l'UPR sera présente sur le terrain. Si l'UPR est présent et que les autres partis ne viennent pas vite, c'est que c'est l'UPR qui gagne déjà en visibilité. L'UPR qui gagne en visibilité par rapport à son occupation du terrain. Maintenant, les autres partis ne resteront pas forcément, je veux dire, inactifs. Ce qui serait intéressant, c'est que tous les partis puissent véritablement rentrer dans la même lancée que le parti UPR. Que, je veux dire, les éléments de langage, puisque moi, mon problème, c'est à ce niveau-là. Oui. Si l'UPR vient avec, et c'est là où la question de saouler les populations là pourra avoir tout son sens. Parce que si l'UPR vient avec un certain nombre d'éléments de langage, occupe le terrain, le BR aussi vient avec le même refrain, voyez-vous,
sans aucune innovation, je pense que ça va saouler les gens. Ça va être un peu redondant. Ça va être un peu redondant. Ce qui serait intéressant pour moi, c'est la réaction du parti FCBE. Parce que ce qu'on veut véritablement écouter, c'est FCBE. Si l'UPR seul occupe le terrain, parce que l'UPR, c'est quand même le plus grand parti aujourd'hui. Si l'UPR seul occupe de façon structurée le terrain, c'est déjà très important pour le candidat Romuald Wadaï. Ce que nous voulons véritablement voir en acte pour équilibrer le débat, c'est le parti FCBE. Il faut bien que le parti FCBE, même s'il ne faut pas rentrer politique, il faut bien que le parti FCBE soit sur le terrain. Hier, je disais que je n'ai vraiment pas vu Fred Kouenou qui s'est approché dernièrement, très actif. Il faut bien que le parti FCBE, avec tous ces nouveaux alliés ou tous ces nouveaux mouvements, heureusement, qui commencent par s'annoncer là, il faut qu'on les sente, qu'on les voit. Il faut que FCBE sorte maintenant pour dire, voilà pour le compte de la présidentielle, la démarche que je veux adopter. Voilà les thématiques que je compte aborder. Il faut que FCBE organise des mouvements de masse. Il faut que FCBE soit visible sur le terrain. Il faut que FCBE sorte sur des questions données. C'est ça qui va donner matière à faire pour les autres formations politiques. Sinon, ça va être un monologue auquel on va assister. Ça ne va pas être vraiment intéressant. Et ce qui serait très saoulant pour moi, c'est d'assister à un monologue où on ne voit que les formations politiques de la majorité présidentielle qui montent au créneau, qui disent la même chose par rapport aux mêmes éléments de langage. C'est Atemi, la même question. J'espère qu'il l'entend. Quand il a commencé à parler de Fred tout à l'heure, j'étais tenté de lui poser la question, est-ce qu'il vous a appelé Non, mais je pense que ce que dit Stéphane est très important. Je le disais aussi un peu plus tôt. La première chose sur laquelle il faut surfer pour ne pas fatiguer les personnes, ce sont les éléments de langage que vous utiliserez avec eux. Première chose. La deuxième chose, c'est le canal autour duquel vous les rassemblez. Le canal autour duquel vous les rassemblez. Si c'est un canal qui ne nécessite pas qu'ils puissent être totalement impliqués autant que vous, vous allez les fatiguer, vous allez les ennuyer à la limite. Et ils se demanderont, vous venez d'où? Vous ne savez pas sur quel territoire vous êtes. C'est important de pouvoir choisir également le bon canal. Et puis, une troisième chose, à mon avis, c'est de pouvoir, quand vous décidez d'aller vers ces populations-là, par exemple, de pouvoir trouver la bonne personne ou le bon argument pour se présenter devant eux et être avec eux, partager du temps avec eux et pouvoir totalement discuter avec ces populations-là. Donc pour moi, c'est important de pouvoir le faire ainsi pour ne pas avoir à être redondant, pour ne pas avoir à lasser les personnes que vous allez rencontrer par rapport à cette occupation de terrain que l'on entend faire avec le parti UPR. Moi, j'ai la conviction que d'ici peu, nous aurons la même chose avec le frère siamois du BR. Et même si nous n'avons pas la même chose, nous allons avoir un autre son de cloche, je vais dire ça de cette façon-là. Maintenant, peut-être que pour la force Cori, pour Rebéné Emergent, tout se fait encore au laboratoire, ou peut-être qu'ils sont déjà en train de faire les petites descentes sur le terrain, mais pas médiatisées. Mais de façon incognito, de façon totalement discrète, un peu comme si ils étaient des cohabitants avec ces personnes-là. Et ça aussi, ça marche, vous savez. Descendre comme ça, de façon simple, sans projecteur, sans objectif et tout le reste, objectif caméra. Et donc ça marche aussi, les populations se sont intéressées. Le Béninois, dans sa psychologie, quand vous venez le voir et que vous vous comportez exactement comme lui, il vous prend et vous accueille à bras ouverts. Mais je voudrais quand même compléter un élément qui me paraît quand même essentiel. On a vu que pendant les communales et les législatives, les deux partis siamois, comme on le dit ici, se sont confrontés. Les deux frères se sont retrouvés dans la compétition, ils se sont confrontés et ça n'a pas été du tout facile sur le terrain. Et donc, pour le compte de l'élection présidentielle, les enjeux ont changé.
ils sont obligés autour d'une même personne. Autour d'une même personne. Ou de deux personnes. Bon. Autour d'un même duo. Autour d'un duo. Voilà, ça va faire plus simple. Donc, ils se retrouvent aujourd'hui autour d'un duo candidat, Wadaï et Talata. Donc, cela suppose que, au-delà du top individuel qui peut être donné par chaque formation politique, moi je trouve qu'aujourd'hui, la mouvance présidentielle est face à l'enjeu de l'unité aussi. Il faut pouvoir que ces formations politiques puissent se retrouver et définir une stratégie commune. C'est vrai qu'ils ont mis en place une direction de campagne qui prend en compte tout le monde. Et donc, sur le terrain, également, les formations politiques là seront obligées. Est-ce qu'ils seront obligés, je préfère faire une interrogation, est-ce qu'ils seront obligés à travailler ensemble ou bien la direction de campagne donne le tempo et chaque formation politique dans son coin va faire le travail? Moi, j'attends bien pour voir comment ça va s'organiser. Parce qu'ils ont une même direction de campagne. Donc, si la direction de campagne donne le tempo, donc UPR reste dans son couloir, il fait le travail. BR, Mouel, Béné et puis tout le reste, ils restent dans leur couloir. Je pense que ça va être une dispersion peut-être d'énergie. Si les partis politiques peuvent s'entendre et se retrouver dans un creuset et faire le travail, ça pourra peut-être donner plus d'impact et autres. Et quand vous le dites, pardon, Carole, quand vous le dites, je pense au fait que entre les deux, il y a toujours un existant que l'on oublie parfois. C'est qu'il y a comment dire, un accord de gouvernance entre les deux également. Oui. Donc, c'est totalement normal qu'ils puissent travailler dans cette synergie-là et ça va les aider. Je suis même un peu dubitatif. Je m'interroge si cette décision du parti UPR de pouvoir y aller de cette façon-là n'a pas été prise en commun accord en discussion avec le parti BR ou tout le reste. Mais bon, on est dans un pays où les choses finissent par se faire savoir. On finira par savoir. Alors, nous allons aborder le deuxième sujet sur ce plateau. Nous allons nous intéresser à présent à l'économie, commerce béninois à l'horizon 2028, le pari de la structuration et de la conquête des marchés. Alors, je reste avec vous, cette Atemi. Quels sont les principaux atouts structurels du commerce béninois aujourd'hui? Le premier et le principal, à mon avis, c'est la réorganisation de ces commerces-là. La réorganisation, premièrement, en la confession ou en la mise en place de nouveaux infrastructures marchandes, comme les nouveaux marchés qui ont été construits, premièrement. La réorganisation en mettant de l'ordre au niveau de certains de certains commerces, comme celui de la friperie, par exemple, qui était de façon, organisée, on va dire, entre guillemets, de façon très désordonnée. Et on a mis un certain ordre maintenant, même si cette question n'est pas encore entièrement résolue. Donc, premièrement, à ce niveau-là, il faut parler de ça. Au-delà de l'ordre également, il faut également observer la structuration qui est faite au niveau, je dirais, administratif. Vous savez, avant, au niveau des infrastructures marchandes, des marchés, la gestion qui se faisait avant n'est pas la même que la gestion qui se fait maintenant. Aujourd'hui, il y a une structure officielle qui s'en occupe. Exactement, il y a une structure officielle qui s'en occupe. Je me retiens de dire son nom, je ne peux pas avoir de problème avec M. Ben. Donc, je me retiens de dire le nom de la structure, les téléspectateurs connaissent. Vous aussi, Dieu merci, vous connaissez. Donc, cette structure-là réorganise les choses de sorte à ce qu'au niveau de chaque infrastructure marchande, et quand je parle d'infrastructure marchande, je parle notamment des marchés, au niveau de chaque marché, l'organisation qui est mise en place est une sorte d'organisation en mode associative, un peu comme si chacun devait apporter sa part. Et à ce niveau-là, au niveau de chaque lieu de marché, les responsables de terre, les autorités communales ont pouvoir de discussion et de décision à chaque niveau. Donc, en fait, je trouve que ça implique
tous les acteurs qui devraient pouvoir agir, parler, réfléchir pour que l'infrastructure, le marché ou le centre commercial puissent avoir de l'avancement et qu'on puisse savoir où sont les problèmes à chaque niveau. D'un autre niveau également, je voudrais apprécier une chose que j'ai remarquée particulièrement quand j'ai fait le tour de certains marchés. J'ai remarqué qu'on faisait en sorte qu'il n'y ait jamais je dirais, de désordre, de saleté et tout le reste. Il y a toujours une équipe, et moi personnellement, ça m'a sidéré, il y a toujours une équipe qui, de façon quasi permanente, venait nettoyer, ramasser les petites choses qui étaient jetées, et même les marchands, les commerciaux qui se trouvent être là font en sorte de ne pas salir. Je dis, enfin, c'est dans notre pays qu'il y a des marchés qui sont si sains, j'ai envie d'utiliser ce mot-là. En parlant de conquête des marchés, est-ce que la position géographique de notre pays, le Bénin, constitue un avantage stratégique? Un gros avantage stratégique. En quoi? Premièrement, le Bénin est un pays qui dessert les pays de l'Interland. Le Bénin se trouve être, j'ai envie de dire, un carrefour pour desservir tous les pays qui se trouvent en haut là-bas. Et vous savez qu'il y a un gros flux qui passe ici. Avant, nous ne connaissions que celui des véhicules importés. Mais au-delà de cela, il y a des gens qui quittent l'Interland, qui arrivent ici pour acheter soit des vêtements, pour acheter des pagnes, pour acheter beaucoup de choses qui se vendent dans nos marchés et qui sont ici à bon prix. Donc je trouve que notre position géographique est un avantage pour nous. Au plan régional. Au plan régional, voilà, au plan régional. On ne peut que dire Dieu merci, parce que ce n'est pas nous qui avons décidé de la position que nous avons là, premièrement. Deuxièmement, je pense qu'au-delà de cette position géographique, il faut également observer le climat que nous avons chez nous. Nous avons un climat pacifique. Et quand je parle de climat, je ne parle pas de temps. Avec toutes ces variations ces dernières années. Non, je parle du fait que le Bénin soit un pays de paix. Ah ok, d'accord. Un pays où il n'y a pas de l'environnement, vous parlez. Non, je ne parlais pas d'un climat environnemental. Donc je parlais du climat apaisé que nous avons, le climat pacifique que nous avons. Même quand nous avons nos petites brouilles, on se fait peur. En fait, j'ai même comme l'impression que nous aimons nous faire peur, mais nous trouvons toujours la solution pour ne pas virer au pire. Parce que nous avons déjà connu le pire et par le passé, nous savons que le pire ne nous a rien apporté de bon. Donc, je pense que cet aspect-là, ce fait que nous soyons un véritable pays de paix qui sait trouver des solutions à ces problèmes, nous avantage aussi. Alors, Stéphane Arinou-Rosso, quels sont les atouts du commerce béninois aujourd'hui? En résumé, les deux questions. Oui, je veux déjà dire que en termes d'atouts, il faut voir tout ce qui se fait. Et je ne veux pas revenir sur tout ce que Seth a relevé tout à l'heure en termes de construction de nouveaux marchés, etc. Mais je voudrais juste ajouter également les infrastructures routières qui constituent quand même un élément très important parce que il faut pouvoir la circulation plus aisée des personnes et des biens pour faire la liaison entre les différents centres commerciaux ou marchés. Et donc, ça, je pense que c'est quand même un élément important et le gouvernement actuel a quand même fait de grands pas assez significatifs dans ce secteur. L'autre chose, c'est la diversification des filières. La diversification des filières qui est quand même un élément important. Aujourd'hui, quand vous prenez le cajou béninois, quand vous prenez le coton, quand vous prenez le soja, voyez-vous, tout ça là, ça positionne notre commerce et donc je pense que c'est quand même un élément important. Et puis après, c'est qu'il y a la gestion. Il y a la gestion qui est faite de ce secteur-là, du secteur commercial avec le timing, la rigueur qui est mis par le gouvernement en place. Donc, tous ces éléments-là contribuent à repositionner notre commerce. Et puis, l'autre chose, quand on prend le domaine de l'agriculture, l'autre chose qui est quand même très importante, c'est les producteurs. C'est les producteurs. Les producteurs qui quand même font un gros travail. On ne peut pas oublier les producteurs
dans la chaîne du marché. On ne peut pas les oublier. Donc, il faut féliciter également les producteurs qui font un travail et saluer cette dynamique ou cette complicité qu'on note de plus en plus entre producteurs et pouvoir central où les conflits qu'on avait à une certaine période, on n'assiste plus à ces conflits-là aujourd'hui parce que les producteurs, quand ils ne se sentent pas bien, ils boudent, on les entend. Mais on les entend de moins en moins aujourd'hui. Ça veut dire que effectivement, ça va chez eux. Donc, globalement, voilà les éléments sur lesquels je voudrais revenir. Alors, Stéphane, pourquoi alors la formalisation du commerce est-elle plutôt un enjeu central ou serait, selon le titre que nous avons lu, qui s'intitule « Commerce béninois à l'horizon 2028, le pari de la structuration et la conquête des marchés ». Pourquoi alors la formalisation du commerce est un enjeu central ou serait un enjeu central pour 2028? Donc je pense que la plus grosse plaie du commerce, c'est le secteur informel. Exactement. C'est le secteur informel. Parce que si tous les secteurs ne sont pas formalisés, il faut comprendre que c'est du manque à gagner. C'est du manque à gagner pour l'État. Pour l'État. Pour l'État. C'est du manque à gagner pour l'État, évidemment. Les individus qui sont dans l'informel, ça les arrange bien. Et donc, l'État a quand même besoin de ressources. L'État a besoin de ressources. Et donc, c'est pour cela que l'État, dans son rôle régalien, essaie donc de s'engager sur la piste de la structuration pour avoir un œil par rapport à tout ce qui se fait. Et donc, je trouve que le défi de la structuration est quand même un défi assez important aujourd'hui parce qu'il y a quand même beaucoup de secteurs, voyez-vous, qui échappent au contrôle de l'État. Et dès lors que l'État décide de mettre sa main quelque part, on trouve déjà que bon, pourquoi l'État est ici, pourquoi l'État est là, et parfois le débat est personnalisé, où on trouve que c'est le chef de l'État qui a sa main là, qui a sa main là, qui a sa main là. Alors quel avenir pour les petits commerçants? Non, forcément, lorsque le cadre formel est défini et que les petits commerçants, en tout cas, que les petits commerçants se retrouvent dans un cadre formel, chacun finit par trouver sa part. Donc, en tout cas, aujourd'hui, si vous voulez vous installer confortablement et faire votre commerce comme cela se doit, il faut pouvoir se mettre dans un cadre formel pour ne pas s'adonner à de la contrebande. C'est Atemi. Je trouve qu'il est très important de pouvoir parvenir à cette formalisation-là. Premièrement, parce que c'est tout bénéfique pour l'État. Et vous remarquerez que les domaines dans lesquels la formalisation s'est faite, ce sont des domaines qui n'étaient pas totalement maîtrisés, d'accord? Où la maîtrise ne se faisait pas. Entre-temps, entre hier et aujourd'hui, j'ai entendu dire qu'il y avait également un autre secteur dans lequel l'État est en train d'entrer dans une sorte de formalisation et que la mise en application commencerait déjà. C'est le secteur de la téléphonie. Tous les téléphones qui arrivent dans notre pays doivent désormais être totalement contrôlés. Il y a des taxes, il y a des TVA, il y a tout le reste qu'il faut payer. Et quand j'entends ça, j'ai un peu peur pour ceux qui vendent les téléphones, entre guillemets, appelés venus de France-là. Donc, c'est tout bénéfique pour l'État de pouvoir parvenir à cette formalisation-là et de pouvoir gagner davantage au niveau de ces secteurs-là où l'informel prenait un grand pas et qui faisait en sorte qu'il n'y avait pas de maîtrise à ces niveaux-là, premièrement. Deuxièmement, je trouve que quand on parvient à une formalisation, on a une meilleure organisation. Quand les choses sont structurées, que les choses sont bien organisées, on arrive à mieux voir comment est-ce qu'elles se font, qui fait quoi, à quel niveau, comment est-ce que cette chose est faite, comment est-ce qu'on devrait faire pour davantage avancer. Et je trouve que cette structuration également amène un certain ordre, mais au-delà de cet ordre-là, ça ramène une certaine beauté dans la façon dont le commerce est géré. Et je pense que ça apporte du profit à notre économie. Et donc, pour moi, cette formalisation, cette structuration, voilà pour moi ces avantages. C'est l'État qui gagne dans un premier plan. Mais je voudrais, en disant ça,
dire également que ce n'est pas encore entièrement terminé. Tous les chantiers ne sont pas encore atteints. Quand on parle de formalisation ou de mise en ordre par rapport à nos centres commerciaux ou à nos marchés ou nos infrastructures marchandes et tout le reste, tout n'est pas encore terminé. Il y a bien des secteurs dans lesquels il y a encore des choses à faire et il faudrait que les réflexions puissent être menées. Je suis sûr, je suis rassuré que les réflexions sont déjà menées pour qu'on puisse parvenir à de bons résultats. Alors maintenant, je voudrais quand même... Ah oui, je te laisse... Je finis en disant que dans cette démarche, j'ai observé une chose que j'ai principalement appréciée. Cette petite chose, c'est la forte collaboration qu'il y avait entre le ministère du Commerce, de l'Industrie et le ministère des Travaux publics et de l'Urbanisme. Ils ont travaillé dans une belle synergie, de sorte à ce que les nouvelles infrastructures qui ont été mises à disposition des commerciaux et des commerçants et tout le reste puissent répondre à un certain norme qui satisfont les exigences de notre temps actuel et du temps futur à venir. Alors, cet Atemi, comment le commerce béninois je voudrais quand même ajouter un élément, puisque on était en train de parler de formalisation. Je pense que l'un des facteurs qui peut inciter, c'est la souplesse fiscale, parce que il faut également qu'il y ait de la souplesse fiscale. Et du financement, c'était ma question en réalité, la place du financement, le problème de financement, quel impact cela peut avoir? Un gros impact. C'est vrai qu'il y a des structures financières décentralisées qui sont là, desquelles les populations peuvent se rapprocher pour leurs différentes opérations ou leurs différents besoins. C'est vrai qu'il y a également les banques qui existent. C'est vrai que l'État a mis en place également le fonds, le FNM, Fonds national de la microfinance, exactement, qui dispose d'un certain nombre de planning et de certain nombre d'offres pour les populations, notamment celles qui exercent cette fonction-là. Donc, je pense qu'il faut s'en approcher. Le problème au niveau du financement, c'est les taux d'intérêt. Donc, il faudra, au niveau de les banques également, de ces différentes structures et au niveau des banques, ce n'est que l'État qui pourra faire cette exigence aux banques. C'est compliqué pour les banques de pouvoir baisser. Je ne sais pas ce qui leur arrive, mais c'est toujours compliqué pour elles de pouvoir baisser. J'ai toujours été étonné de voir que ce sont les structures bancaires qui ont plus de difficultés à pouvoir abaisser les choses, alors que c'est elles qui ont l'argent. Je ne comprends pas. Bon. Peut-être qu'un jour, quelqu'un pourra nous expliquer cela. Alors, pour finir avec le sujet, Stéphane Arinou-Rossou, quelles sont les conditions pour que le commerce béninois soit de plus en plus compétitif? Non, je pense que nous avons quand même déjà abordé certains aspects. Je voudrais juste relever que pour la compétitivité de notre commerce, c'est déjà veiller aux infrastructures, aux aspects infrastructurels, que ce soit les infrastructures marchandes, que ce soit les infrastructures routières, il faut y veiller, il faut veiller à notre fiscalité. Il faut qu'on ait une fiscalité assez souple pour permettre aux gens de... Vous insistez là-dessus? Oui, j'insiste là-dessus, c'est quand même important. Il faut également... Tu es commerçant? Pardon? Peut-être déjà commerçant. Pourquoi pas? Donc, il faut également que les filières agricoles soient bien entretenues et qu'on pense également à la transformation, qui est quand même un défi assez important. Il faut qu'on pense à la transformation. Tout ça. Et quand vous parlez de transformation, je pense un peu à industrialisation. Oui, évidemment. Industrialisation. Merci à vous, cet Atemi. Merci Stéphane Arinou-Rossou.